Bonjour à tous, merci de nous retrouver sur Public Sénat. Après avoir entendu la semaine dernière l'ancien directeur du FMI, Dominique Strauss-Kahn, la commission d'enquête sénatoriale sur le rôle des banques dans l'évasion fiscale a poursuivi hier ses auditions. Elle a entendu deux journalistes, Antoine Peillon, journaliste à La Croix et auteur d'un livre intitulé « Ces 600 milliards qui manquent à la France, enquête sur l'évasion fiscale », mais également Fabrice Arfi, journaliste à Mediapart, qui est à l'origine de la révélation de l'affaire Cahuzac. Retour donc ce matin sur ces deux auditions. Bonne matinée à tous. Nous allons entendre cet après-midi, j'allais dire une nouvelle fois, puisque ça avait déjà été entendu par la précédente commission, qui ne portait pas d'ailleurs sur le même spectre, Monsieur Antoine Peillon, qui est journaliste à La Croix. Alors, monsieur, vous avez désormais un peu l'habitude, vous savez que vous allez devoir prêter serment. Donc, monsieur Antoine Peillon, prêtez-vous serment de dire toute la vérité, rien que la vérité. Levez la main droite et dites « je le jure ». Je le jure. Je vous remercie beaucoup. Comme c'est l'usage, je vous propose que dans un intervalle de temps d'environ 10 minutes, un quart d'heure, si vous voulez dépasser les 10 minutes, vous nous retraciez ce que vous avez envie de nous dire sur notre sujet et en tout cas ce qui vous paraît nécessaire que nous entendions. Après quoi, notre rapporteur Éric Bocquet vous posera différentes questions sur ce point afin d'affiner vos réponses ou d'élargir le débat, ce qui sera également l'œuvre des membres de la commission ici présents. Alors, monsieur, vous avez la parole. Merci, monsieur le président. Je m'appelle donc Antoine Peillon. Je suis journaliste, grand reporter au quotidien La Croix. Et j'ai publié, c'est la date de parution en mars, à la fin mars 2012, un livre dont le titre est « Ces 600 milliards qui manquent à la France, enquête au cœur de l'évasion fiscale » et qui était une sorte de plongée en profondeur et très précise sur l'organisation de la fraude fiscale par la banque UBS, la banque suisse, sur le territoire français, des années au moins 2004, mais peut-être en amont déjà, dès la création de cette banque en l'an 2000, jusque l'année 2011, puisque les derniers événements que j'ai retracés dataient de cette année 2011, avec un cœur, disons, un cœur, une intensité particulière dans les années 2004 à l'année 2007. J'ai enquêté à partir de l'été 2011 très précisément, et pendant un peu plus de 6 mois, de façon très intensive. J'ai pu récolter du fait de nombreuses sources, à la fois judiciaires au sens large, c'est-à-dire d'abord des policiers, ensuite des magistrats, mais aussi de sources internes à la banque UBS, que ce soit à Paris, en France, ou que ce soit en Suisse, une somme assez considérable de documents internes qui permettaient de tracer très précisément à la fois les modalités de l'organisation de cette fraude fiscale et puis évidemment les personnes concernées soit en tant que clientes, soit en tant qu'acteurs au sein de cette banque, que ce soit des acteurs suisses, puisqu'il y avait de nombreux acteurs suisses qui venaient en toute illégalité faire des affaires de récolte de fonds financiers sur notre territoire, soit des acteurs français qui étaient en appui, des acteurs financiers français qui étaient en appui de leurs collègues suisses. J'ai pu, au-delà de ce point très focalisé sur une banque certes emblématique, je me suis attaché à essayer de dresser un paysage plus large du phénomène global de ce que j'ai appelé, mais c'était un peu déjà la pratique courante, l'évasion fiscale, sous-entendu la fraude fiscale internationale, les avoirs financiers non déclarés qui sont récoltés, recelés sur des comptes dans des paradis fiscaux et pour un tiers d'entre eux en masse en Suisse. Et donc j'ai essayé de dresser aussi le paysage général du phénomène. J'ai rencontré de nombreuses sources financières, j'ai rencontré un économiste qui fait autorité sur le sujet et je suis arrivé à une évaluation qui a été ensuite très largement validée d'une
d'un avoir d'environ 600 milliards d'euros manquant à la France, confondant à la fois les avoirs des personnes physiques et les avoirs des personnes morales en capital, disons, et d'une fuite annuelle estimée, je l'estimais à l'époque, mais c'était une estimation prudente, à 30 milliards d'euros au moins de sommes non déclarées annuellement au fisc français et qui étaient donc sous statut d'évasion fiscale dans un flux continuel. J'ai évidemment, à la suite de la parution de ce livre, constaté que, première chose, des enquêtes judiciaires qui n'avaient pas eu lieu ont été déclenchées, qu'un travail politique, d'abord une commission d'enquête parlementaire, mais elle avait commencé avant au Sénat, produisait de très importantes informations et qui me semblaient converger avec ce que j'avais pu percevoir par un petit bout de la lorgnette. Et puis, j'ai bien vu qu'à la suite de ça, l'opinion publique, mes confrères, et notamment mes confrères de la presse audiovisuelle, mais un certain nombre de confrères de presse écrite, s'intéressaient au sujet, le développaient, menaient leurs propres enquêtes, approfondissaient ma propre enquête. Vous allez, je crois, voir tout à l'heure un journaliste du site Mediapart qui a produit lui aussi, et dans une période toute récente, des enquêtes importantes sur la même banque UBS, mais parce qu'elle est très représentative des pratiques de nombreuses autres banques, peut-être avec une intensité très particulière. Ce que j'ai vu, pour faire court, parce que j'ai continué, c'est le droit de suite des journalistes, donc j'ai continué de fréquenter assidûment mes différentes sources, les sources judiciaires, mais surtout les sources bancaires, et elles se sont d'ailleurs augmentées, parce que quand vous révélez quelque chose, eh bien, de nouvelles personnes se signalent comme ayant des informations complémentaires. Donc j'ai en quelque sorte élargi depuis ce mois de mars 2012 jusqu'à aujourd'hui mon champ de perception du phénomène, y compris en particulier sur la banque UBS, mais sur d'autres banques aussi. Et j'ai pu mesurer progressivement que ce que je croyais déjà assez considérable en mars 2012 était en fait un phénomène quasi systématique, très, très généralisé dans le milieu bancaire, pas seulement suisse, avait une importance en termes économiques et financiers qui était considérable, et que eh bien, le phénomène était loin d'être en assèchement ou en extinction, que malgré les enquêtes judiciaires, malgré le travail des parlementaires, que ce soit ici au Sénat, que ce soit à l'Assemblée nationale, malgré, je pense, un commencement de travail gouvernemental pour essayer de contenir le phénomène, eh bien, la pratique de l'évasion fiscale faisait florès et produisait toujours plus de chiffres d'affaires et de bénéfices du système bancaire, mais pas seulement, parce que le système bancaire est peut-être le cœur d'un système plus large. Aux banques sont articulés des cabinets d'avocats, des conseillers financiers, des notaires. On les voit apparaître, par exemple, dans l'affaire Wildenstein. Voilà, un ensemble de services qui ne sont pas que des services strictement financiers, mais qui tous concourent à faire en sorte que, à la fois des entreprises, et il y a parfois des liens, et des personnalités physiques, chefs d'entreprise, bien entendu beaucoup dans les professions libérales à haut revenu, bien entendu beaucoup dans ce qu'on appelle le show business, le sport professionnel, et bien que, au service de ces très très nombreuses personnes, il y a une véritable industrie. Ce sont les termes d'un expert qui travaille pour la revue Projet. Il y a une véritable industrie de l'évasion fiscale. C'est une industrie. Je conclus là-dessus, parce que je crois que ça peut vous intéresser, et que c'est une des dimensions que quelqu'un que vous avez auditionné déjà, qui est Pierre Condamin-Gerbier, nous a révélé dans toute son ampleur le 29 mai dernier, à moi-même, à Fabrice Arfi, que vous voyez tout à l'heure, et à Edoui Plenel. Eh bien, il nous a montré comment, au tournant des années 90, au milieu des années 90, des entreprises, des groupes qui étaient des groupes commerciaux et industriels ont créé eux-mêmes leurs propres banques dans des paradis fiscaux, notamment anglo-saxons, de façon d'une part à gérer leurs propres affaires, à l'abri
du fisc des pays sur lesquels ils opéraient leur chiffre d'affaires et se sont rendus compte que le rendement économique était tellement extraordinaire qu'ils ont opéré une sorte de mutation économique et qu'ils ils se sont spécialisés dans ces banques, parfois de taille très réduite, mais très, très, très efficaces, et articulés la plupart du temps à d'autres grands opérateurs financiers, des grandes banques comme UBS, Crédit Suisse en Suisse, mais chez nous, des grandes banques françaises aussi. On entend bien entendu parler d'HSBC. Voilà, il y a vraiment un moment historique que je ne connaissais pas au moment où j'ai enquêté pour mon livre, que j'ai découvert depuis, et qui fait bien l'articulation du système financier, des services financiers, avec en réalité l'économie, ce qu'on appelle l'économie réelle. Il n'y a pas, je l'ai compris assez tardivement, il n'y a pas une rupture, il n'y a pas une dissension entre l'économie dite réelle et l'activité financière, y compris quand elle est offshore, non déclarée, voire éventuellement grise ou noire. Il y a une articulation historique très forte et il y a une articulation organisationnelle très forte que je pourrais peut-être un petit peu détailler si vous le souhaitez. Voilà peut-être pour focaliser un peu sur votre interrogation. C'est une façon de vous mettre en garde peut-être sur le fait que les banques ne sont qu'un instrument. Les banques ne sont qu'un outil. Les fraudeurs, ce sont d'abord les clients, au sens large du terme. Ça peut être d'ailleurs de très grands groupes. C'est des personnalités évidemment aussi très fortunées, parfois très, très connues du grand public. Et c'est elles qui d'abord ce sont elles les fraudeurs. Après, les banques, évidemment, elles se mettent parfois dans l'illégalité, mais comme un outil ou un instrument qui n'est pas légal, ne reste qu'un instrument et un outil. Et à côté de cet outil-là, mais je crois que déjà vos travaux précédents l'ont montré, il y a bien d'autres outils articulés, les assurances-vie, les trusts, voilà, toute une palette de services, entre guillemets, financiers, qui ne sont pas que des banques. Merci beaucoup, monsieur. Je vais passer immédiatement la parole à notre rapporteur. Bien, merci, Monsieur le Président. Donc, merci, Monsieur Peillon, d'avoir accepté notre nouvelle invitation pour cette nouvelle commission d'enquête, donc qui s'inscrit bien sûr dans la droite ligne de ce que nous avons mené comme travail l'an dernier avec l'ensemble de nos collègues sur l'évasion fiscale au sens général. Mais là, effectivement, nous intéressons davantage à la machinerie, à la mécanique, et donc, bien sûr, les banques, mais aussi les acteurs financiers. C'est dans l'intitulé de la commission d'enquête, et qui inclut, à l'évidence, les opérateurs, les intervenants que vous avez cités dans votre propos, et nous partageons complètement cette préoccupation. Alors, vous aviez été auditionné l'an dernier dans cette commission d'enquête, il y a à peu près un an. Alors, bien sûr, nous n'allons pas refaire le même travail, même si le contenu avait été très utile, très éclairant, extrêmement intéressant de l'avis unanime des sénateurs qui avaient participé à ces travaux. Mais vous l'avez évoqué, il faut le rappeler, beaucoup d'événements, dont certains considérables, sont intervenus dans la dernière période, qui ont apporté un nouvel éclairage et qui font que, avec d'autres éléments qui ont été rappelés, le regard de l'opinion au sens large n'est plus le même que celui qu'il était il y a un an, à l'évidence. Donc, loin de mon esprit d'imaginer que le problème est jugulé, loin s'en faut, mais je pense qu'est en train de se construire quelque chose qui se construit lentement dans l'opinion en France et même internationale sur ce sujet et qui le rend donc plus sensible et quelque part incontournable au plan politique. Donc, je pense qu'il faut qu'on puisse s'appuyer là-dessus pour avancer. Et donc j'aimerais, vous avez rappelé votre ouvrage qui a fait date évidemment sur ce sujet, dont il a été beaucoup question, qui a été beaucoup commenté, qui a apporté beaucoup d'informations extrêmement utiles, intéressantes. Mais est-ce que vous pourriez revenir sur la question des grippages, entre guillemets, des difficultés que vous avez pu constater dans les procédures de contrôle, puisque notre commission d'enquête envisage également, indépendamment du rôle des banques et des acteurs financiers, les procédures existant en matière de contrôle, de supervision, de régulation. Quel est votre regard sur cette question-là? Donc les grippages, on va les appeler ainsi, et y compris dans le cours des procédures judiciaires. Vous avez évoqué l'affaire UBS, voilà un élément nouveau qui n'était pas enclenché l'an dernier. Aujourd'hui, depuis avril 2012 en tout cas, la justice s'intéresse à l'affaire et des avancées ont été constatées. Voilà. Et je poserai la même question pour le traitement fiscal des fichiers dont il a été question également à propos d'une enquête, l'enquête Offshore Leaks par exemple, et d'autres. Voilà, j'aimerais avoir votre appréciation sur ces points dans un premier temps, si vous voulez bien, M. Peillon. Bien sûr.
La question du contrôle, habituellement appelé dans la profession le contrôle prudentiel, qui est un contrôle institutionnalisé sous autorité de la Banque de France, premièrement à travers son bras armé qui est l'autorité de contrôle prudentiel, donc qui est chargée de vérifier la conformité des procédures bancaires et des assurances à la loi française, a présenté visiblement un dysfonctionnement, a manifesté un dysfonctionnement, au moins en tout cas dans l'affaire UBS. L'unanimité de mes sources, et notamment de mes sources internes, ont affirmé qu'elles ont tenté d'alerter cette autorité de contrôle prudentiel de la Banque de France très tôt après la découverte par eux-mêmes des délits qu'ils constataient dans leur propre banque. Ça a commencé à Strasbourg dès l'année 2008. Ça a été un échec pour le directeur de l'établissement UBS de Strasbourg. C'était le directeur lui-même qui, ayant constaté ça, souhaitait en faire part à l'autorité de contrôle prudentiel. Il n'a jamais eu accès à cette autorité de contrôle. Ça a été ensuite un groupement de cadres supérieurs à la tête duquel on peut dire que l'auditeur interne de l'époque, Nicolas Forissier, on peut aujourd'hui citer son nom, il est maintenant, ce qui n'était pas le cas il y a un an, il est maintenant bien connu, ont plusieurs fois alerté cette même autorité de contrôle prudentiel à Paris, y compris par des courriers. Et il a été nécessaire de multiplier par 3 ces courriers et surtout d'organiser quelques fuites dans la presse pour que cette autorité de contrôle prudentiel déclenche sa propre enquête, première chose, et deuxième chose, transmettre très rapidement au parquet de Paris, au procureur de Paris, les éléments qui lui étaient livrés, tout simplement, qui étaient suffisamment importants, graves et probants pour que ça ne puisse pas être retenu plus longtemps par l'autorité de contrôle prudentiel. Mais donc il y a ce premier point, c'est il y a au moins 2 ans de perdu par cette autorité de contrôle prudentiel dans l'enquête, la vérification et éventuellement la sanction, puisque c'est un de ses pouvoirs, des malversations opérées au sein d'UBS. C'est extrêmement dommageable parce que ça a 2 conséquences lourdes immédiates. La première, c'est que dès qu'une direction d'une banque comme celle-ci comprend qu'il y a péril éventuel d'une enquête, d'un contrôle, eh bien elle se livre tout simplement à la destruction de preuves. Elle se livre à ce qu'on appelle un nettoyage de l'ensemble de ces fichiers. Et avec une brutalité d'ailleurs qui fait qu'elle a même demandé à l'une de ses cadres, qui pourtant protestait contre l'évasion fiscale, de faire elle-même le nettoyage de ces fichiers. Il s'agit de Stéphanie Gibault, qui était la directrice des relations publiques de cette banque depuis sa création à Paris. Donc il y a eu d'abord ce nettoyage. Et puis la deuxième chose, c'est que les témoins potentiels, les cadres, qui étaient quand même une dizaine, qui n'acceptaient pas ces procédures illégales, eh bien ont tous, dans la même période, moment où ils ont signalé et moment où l'autorité de contrôle prudentiel s'est déclenchée, ils ont tous été sortis de la banque, licenciés. Et donc, en quelque sorte, un peu perdus comme témoins internes de ce qui s'y passait. Voilà un premier volet qui permet de s'interroger sur la vocation ou l'entrain réel de cette autorité de contrôle prudentiel, mais de toutes celles qui lui sont attachées sur le contrôle réel des banques et des assurances. Un événement tout récent, moi, m'interroge aussi, et on a interrogé d'autres, c'est la sanction de la banque UBS par cette même autorité de contrôle prudentiel à hauteur d'une amende de 10 millions d'euros. Alors évidemment, dans la poche d'un sénateur comme d'un journaliste, 10 millions d'euros, on se dit c'est énorme. Oui, je ne fais pas partie de ceux qui pensent que l'engagement en tant que parlementaire est fait pour faire fortune, mais que c'est un service à la nation et au peuple français. Donc voilà, pour vous répondre très clairement. Et donc ces 10 millions d'euros, eh bien, ils ont impressionné évidemment un certain nombre de personnes, mais toutes les personnes qui connaissent ont dit que ça aurait pu être largement le décuple, étant donné que le chiffrage minimum
de ce qu'a représenté l'évasion fiscale organisée par UBS en France sur les quelques années dont je vous parlais tout à l'heure est d'au moins 850 millions d'euros. Alors une source mieux informée que celle que j'avais pu exploiter en France, une source suisse, m'a rectifié le chiffre il y a peu, m'a dit que c'était au moins 1 milliard d'euros. Donc quand on fait le rapport entre 10 millions d'euros d'amende par rapport à 1 milliard, pour faire gros, de bénéfices ou de chiffre d'affaires plutôt sur l'évasion fiscale, le rapport n'est pas si impressionnant que ça. Et puis il y a les attendus de la sanction qui permettent de penser que bon, il y a eu une négligence dans la vigilance, mais que tout ça, c'était à l'inconnu de leur plein gré et que bon. Ce qui ne tient pas la route une seule seconde par rapport à ce que j'en connais, et là-dessus je suis totalement catégorique, c'est-à-dire une organisation industrielle systématique et parfaitement contrôlée de l'évasion fiscale qui était, pour cette banque-là en tout cas, une activité cruciale, une activité quasiment première. Donc là encore, même les quelques années où ça a commencé à chauffer d'un point de vue judiciaire et du point de vue de l'opinion publique, je vois une autorité de contrôle prudentiel que je juge, je me le permets, mais voilà, comme un observateur, que je trouve bien timide par rapport à la gravité du phénomène. Elle a le pouvoir de retirer la licence d'une banque. Elle a le pouvoir de décupler la sanction pécuniaire dont on parlait tout à l'heure. Et pour finir sur l'autorité de contrôle prudentiel, le président actuel d'UBS France, M. Deleuze, très récemment démissionné du Conseil d'État, où il a eu des fonctions très importantes, a immédiatement eu comme réflexe de dire qu'il allait faire appel, en quelque sorte, de cette décision de l'autorité de contrôle prudentiel auprès du Conseil d'État, où, à ma connaissance, il a encore d'excellentes relations, voire même il y a en bloc, mais vous le savez, il y a un témoin qui connaît ça parfaitement bien, il y a dans l'ensemble des autorités de contrôle prudentiel de notre pays de nombreuses personnes issues des banques qui y travaillent parfois encore, y compris d'UBS France. Donc il y a une sorte de porosité très étrange, en tout cas au regard de la séparation des pouvoirs, entre le secteur financier et le secteur du contrôle du secteur financier, du contrôle public. Voilà, je finis donc sur ce point par rapport aux autorités de contrôle prudentiel. Et puis il y a le problème judiciaire. Vous le savez bien, et mon livre a été brutal, voire peut-être un peu excessivement brutal à l'endroit d'un magistrat, un vice-procureur. J'ai pris le risque, personne ne m'a démenti, de dénoncer le fait que, y compris au niveau du parquet, il y avait eu une sorte de lenteur ou de nonchalance et d'indifférence à ce qui avait été transmis en 2010 par justement l'autorité de contrôle prudentiel, mais sous la pression de divulgation dans la presse. Et qu'il a fallu attendre une alternance politique immédiatement en vue, et il a fallu attendre la parution d'un petit livre d'un journaliste pour que, je ne le dis pas à la légère, je le dis parce que cela m'a été dit, j'en ai eu le témoignage interne au parquet de Paris et aussi au pôle financier du tribunal de grande instance de Paris. Ces faits-là sont patents. Il a fallu ces deux facteurs, l'un étant bien plus important évidemment et incomparable par rapport à l'autre, mais il a fallu ces deux facteurs pour que le procureur de Paris pense qu'il était nécessaire de faire d'ouvrir enfin une véritable information judiciaire qui a été confiée à ce moment-là à un magistrat de très très grande qualité, M. Guillaume Daïef, qui d'ailleurs, étant donné l'ampleur du dossier pour ce qui concerne UBS, il en traite d'autres, s'est vu accompagné rapidement par un autre juge d'instruction de très grande valeur, qui est M. Serge Tournaire. Voilà, mais il a fallu, là encore, très tardivement, attendre que ça fasse scandale pour que une véritable information judiciaire, ça aurait pu être une instruction judiciaire, soit déclenchée. Avec quoi comme conséquence? Et je crois être pas mal placé pour pouvoir vous l'affirmer. Bien, avec le fait que la récolte des preuves est devenue une mission quasi impossible. Là encore, du temps a passé. Là encore, des fichiers ont été écrasés. Il a fallu d'ailleurs, je crois savoir, et ça n'a pas été divulgué par la presse, qu'il y ait une perquisition spécifique à motif informatique conduite par M. Daïef pour constater non pas
qu'on pouvait récupérer des fichiers, mais pour constater que des instruments informatiques avaient été manipulés dans l'objectif d'effacer des preuves. Donc c'est encore une fois une véritable, de mon point de vue un peu primaire, une véritable entrave à la justice, le fait que ça ait tardé. Et puis j'ai récolté, et j'ai pris le risque de le publier, et je n'ai jamais été démenti, j'ai pris le risque de considérer qu'il y avait des motifs à ces lenteurs, ces nonchalances, voire ces empêchements de laisser la justice passer sur ces affaires. Et là, on m'a expliqué, ce sont des sources, ce sont des fonctionnaires de très haut niveau, dans un monde où, en général, on ne rigole pas beaucoup, le renseignement intérieur en particulier, qui m'ont expliqué qu'ils savaient bien, et ils connaissaient très précisément, le fait qu'il y avait, entre certaines activités politiques, voire certaines personnalités politiques, et certains grands fraudeurs, des relations coupables, qui faisaient que ces grands fraudeurs, il fallait parfois ne pas les entraver dans leur fraude, les gêner, sinon les relations amicales, voire les relations de supporters à supporter, risquaient d'être détériorées. Voilà, j'ai pris le risque d'écrire ça en nommant assez précisément parce que c'était les faits, en tout cas ce qui m'était accessible, plutôt un camp politique et une personnalité politique éminente. Il s'agissait du précédent président de la République. Mais j'ai bien constaté depuis, et l'affaire Cahuzac nous a éclairé aussi cette année, qu'il y avait là des pratiques qui ne sont pas systématiques, qui ne sont pas forcément la représentation de la vie politique française, mais qui sont suffisamment lourdes pour avoir des conséquences judiciaires qui ont ensuite, en elles-mêmes, du fait de leur impuissance, de l'appareil judiciaire, des conséquences sur les pratiques d'évasion fiscale, qui sont en quelque sorte impunies. Les grippages. Je pense qu'on est dans un pays où on peut avoir une institution comme la Cour des comptes, qui, à ma connaissance, a dû terminer un rapport certainement très intéressant sur qu'est-ce qui, dans l'administration française, et notamment du côté du ministère des Finances, a pu, là aussi, représenter des gênes, voire des entraves à la connaissance du phénomène. Bon, qu'est-ce qu'il en sera du rapport de ces deux rapporteurs que je connais bien de la Cour des comptes, l'une étant d'ailleurs une ancienne magistrate, collègue de Guillaume Daillef. Je suis tout à fait prêt à vous donner... Ce rapport, excusez-moi, il doit sortir, enfin il doit paraître bientôt. Il est normalement promis à parution pour la rentrée prochaine, la rentrée scolaire prochaine. Mais les personnes, enfin les rapporteurs m'avaient dit que après les vacances de Pâques de cette année, le travail avait fini de faire la navette, y compris dans les administrations, pour enrichissement, correction, avis des administrations. Il est terminé ce rapport. Je regrette qu'une commission comme la vôtre n'ait pas eu un accès forcément immédiat ou naturel. Si vous nous indiquez qu'il paraîtra début septembre, enfin à la rentrée, notre commission sera encore saisie. C'est parfait. Donc on aura la possibilité d'y avoir accès. Mais effectivement, à ce jour, nous n'y avons pas eu accès. Et c'est également normal. Il n'est pas publié, c'est la Cour des comptes. Mais si vous dites que ce sera septembre, nous ne serons pas dessaisis à cette date. Et donc voilà, il y a quand même, je n'ai pas été le seul, et mes sources n'ont pas été les seules à s'interroger sur ces fameux grippages dont parlait monsieur le rapporteur tout à l'heure. Juste pour finir, tous ces grippages, et c'est un peu la question maintenant de quelle méthode utiliser pour lutter contre, tous ces grippages montrent bien que même quand la justice agit, même quand le contrôle agit, il est en retard. C'est pas des métros, là. Ce sont des trains de marchandises qui peuvent faire la ligne PLM. Voilà, ils sont en retard. Le travail judiciaire et le travail de contrôle est en retard souvent de plusieurs années par rapport au fait même des fraudes. Et que ça laisse tout loisir aux fraudeurs de naviguer en permanence de paradis fiscaux en paradis fiscaux, d'effacer des traces de sorte à ce que les fraudes soient invisibles, soient complètement occultées aux yeux de ceux qui souhaiteraient les réprimer ou les arrêter. J'ai eu, de ce point de vue-là, la chance d'avoir été invité
à l'automne dernier à l'École nationale de la magistrature par un magistrat qui, à mon avis, sur le sujet est passionnant, c'est le juge Charles Prats. Et il y avait dans la session de formation, c'était une session de formation, il y avait une bonne quarantaine de personnes, procureurs, y compris des dom-tom, juges d'instruction, policiers de haut niveau, et qui tous ont raconté la même chose, et c'était très vif comme propos, parce qu'ils étaient assez énervés les uns les autres, c'est qu'ils n'ont jamais aucun résultat sur le front de la fraude fiscale. Pour deux raisons. Primo, ce que je viens de vous indiquer, les lenteurs. Deuxième chose, que notre loi n'est pas formatée pour réprimer la fraude fiscale. Alors ils rusent avec la fameuse formule du blanchiment. Mais vous imaginez que d'abord il faut qu'il y ait blanchiment. Puis deuxième chose, voilà, de toute façon, y compris les peines, sont tellement minimes par rapport au forfait quand il y a condamnation que même des fraudeurs pris en flagrant délit, et je vous prie de m'excuser pour ça, mais un très grand fraudeur, en tout cas par rapport aux responsabilités politiques qu'il a eues jusqu'à il n'y a pas très longtemps, peuvent se permettre, et il y en avait même encore un autre à la télévision hier soir, paraît-il sur France 2, peuvent se permettre une arrogance qui fait injure, mais ils ne risquent rien, qui fait injure à la démocratie et à la République. Mais c'est un propos déjà un peu engagé qui est mon sentiment. Voilà sur les grippages. Monsieur le rapporteur. Oui, toujours pour élargir le propos au-delà des banques, des acteurs financiers, est-ce que vous pourriez, dans la mesure où vous en avez des éléments d'information là-dessus, détailler l'organisation financière des entreprises dites non financières, qui sont aussi des acteurs importants sur le sujet? Est-ce que vous aurez des éléments explicatifs, illustratifs sur ce sujet? Les éléments que j'ai, monsieur le rapporteur, c'est le récit, c'est une sorte de récit qui m'a été fait par, vous l'avez auditionné, donc par Pierre Condamin-Gerbier le 29 mai dernier, sur le début de sa carrière et comment il commence au milieu des années 90 à être au service de grandes familles armateurs, grandes familles commerciales de commerce sur la Méditerranée, et comment rapidement ces familles lui demandent de participer au montage de structures financières et bancaires, notamment Jersey, dans les paradis fiscaux dépendant de la couronne britannique. Et il nous a bien expliqué très longuement comment il y a une sorte de deuxième activité dans laquelle l'expertise est très rapidement mobilisée, parce qu'ils ont les moyens, du fait des chiffres d'affaires formidables qu'ils font dans le commerce, de mobiliser des cabinets d'experts, des avocats, beaucoup des avocats. Profession d'avocat, notamment, il y a une dizaine de cabinets parisiens qui sont vraiment très très performants en la matière, leur permettent de faire des montages, tout simplement de créer des sociétés bancaires. Et on ne crée pas des sociétés bancaires aussi facilement à tel ou tel endroit. En Suisse, étant donné votre honorabilité, vous n'auriez pas de difficulté à faire rapidement une banque. Ce n'est pas difficile de monter une banque. Et donc on fait une banque avec tous les avantages, maintenant quelques inconvénients depuis peu d'années, mais tous les avantages que ça comportait, c'est-à-dire des comptabilités hors contrôle en quelque sorte, en tout cas dans certains pays, dont la Suisse. Voilà, j'ai eu le récit précis de ça. Ce que j'en ai retiré, c'est qu'il y avait pour ces sociétés, mais attachées parfois à des familles, mais c'est souvent le cas dans les grandes affaires industrielles, y compris de notre pays, il y avait la mobilisation de nombreux experts et que les chiffres d'affaires et les résultats permettaient de mobiliser des expertises très, très étoffées, très étoffées. Alors le détail après, les cabinets d'avocats, je ne vais pas les citer, les enquêtes sont en cours, mais nous avons, oui, il y a des experts en la matière. Je pense qu'un avocat très très proche d'un ancien ministre, un assez ancien ministre, qui a encore défrayé la chronique jusqu'à hier soir sur France 2, fait partie de ce monde des avocats spécialisés dans les montages offshore non déclarés. Ils sont experts sur Singapour, maintenant sur Hong Kong. Voilà, tout ça n'est pas d'ailleurs si difficile que ça, mais il y a ces montages. Je vous réponds peut-être pas assez précisément, monsieur le rapporteur, sur le sujet. C'est parce qu'il n'y a parfois pas tant de complications que ça. Je vous décris une chose très simple. En 2005, mais c'est resté valable, je pense, jusqu'à il y a à peine 2 ans,
la gestion des avoirs non déclarés par la banque UBS, à Genève en tout cas, mais je crois que c'était valable à Bâle, à Zurich et à Lausanne, se faisait dans des boîtes en bois et avec des fiches cartonnées. Et un système informatique qui était in fine articulé à ces données strictement matérielles, papier, et donc facile à détruire. Comme d'ailleurs les carnets du lait pour les comptabilités de récolte sur les pays étrangers. Dans une première boîte, les boîtes sont chaque gestionnaire, chaque conseiller financier, on appelle ça des chargés d'affaires. À Genève, ils étaient une bonne cinquantaine au 4e étage du siège d'UBS, à 2 boîtes. Dans une première boîte, il y a le nom réel du client et son pseudonyme. Et dans la deuxième boîte, il y a le pseudonyme et le numéro du compte, le numéro informatique du compte. Quand on veut gérer les affaires de telle ou telle personne, ou de telle ou telle personne morale, eh bien, d'abord on connaît ses clients. Chaque chargé d'affaires a environ 500, 400, 300, 400, 500 gros clients. Eh bien, il reçoit un coup de téléphone avec un pseudonyme, parce que les gens fonctionnent avec pseudonyme. Il regarde à qui ça correspond, il comprend de quoi il s'agit, il se rapporte au numéro des comptes qui sont gérés pour ces personnes, et il rentre à ce moment-là dans le système informatique, qui, lui, ne connaît que des numéros. Voilà. C'est comme ça que fonctionne de façon très artisanale, d'où d'ailleurs toute la terminologie pastorale de nos amis suisses, sur carnet du lait, fichier vache. C'est que quelque part, c'est très, très, très prosaïque et très matérialisé, mais très destructible. Parce que autant les banques de données informatiques, les serveurs, tout ça, si on n'est pas informaticien, on peut laisser traîner des choses. Autant détruire des petites fiches cartonnées, faire ce nettoyage des archives papier, ça n'est pas si difficile que ça. Voilà, donc les pare-feux, les antichambres qui permettent de cloisonner sont parfois extrêmement rudimentaires. Sont souvent extrêmement rudimentaires. Merci, monsieur. Nous allons passer à des questions de collègues. Une petite précision. Nous avons évidemment été très intéressés par l'audition de monsieur Condamin-Cherpier, que apparemment vous avez rencontré depuis. On est un peu resté sur notre faim. Est-ce qu'il vous a donné des précisions sur les techniques, des chiffres, des noms, qu'il ne nous a pas donné à nous, éventuellement ? Monsieur le Président, j'ai déjà répondu à cette question et je le referai donc très sincèrement. Le motif, c'est une source que j'ai fréquentée plusieurs fois. Et le motif de la rencontre très extensive et très précise du 29 mai dernier à Genève, où j'étais accompagné par des confrères, mais je leur laisse le soin de le dire eux-mêmes, avait pour motif de le protéger finalement. Première chose, et donc avait comme besoin qu'ils nous disent le maximum de choses et les plus précises possibles. Et donc il nous a effectivement donné un certain nombre, une quinzaine de noms de personnalités politiques, par exemple, parce qu'il nous affirmait qu'il avait été le témoin direct de l'organisation de l'évasion fiscale de ces personnalités, au cours de toute sa carrière, pas seulement par UBS, pas seulement par la Banque Rail, principalement quand même par ces 2 banques. Il nous a donné, de ce point de vue-là, beaucoup d'informations très précises, oui, parfois des montants, les noms des banques concernées, les procédures utilisées, les motifs éventuels, parce qu'ils sont différents selon les personnes. Oui, nous avons eu ce genre de précision qui, pour tout vous dire, n'était qu'une minuscule partie de l'ensemble de ce qu'il nous a raconté. Je peux vous dire une chose, c'est que le conseil lui a été donné, et j'ai fait partie de ceux qui lui ont donné ce conseil, qu'il réserve tout ça au juge d'instruction, qu'il l'aille, parce que je ne me sens pas en tant que journaliste la capacité de vérifier ce genre d'informations, même sur la base de documents qu'il aurait pu me donner. Je pense qu'on arrive dans des choses tellement sensibles, qui intéressent tellement le public, que seul un juge d'instruction et des services de police ont les moyens d'avoir des certitudes en la matière. Je crois savoir, je sais même, que cette procédure judiciaire, aujourd'hui même, a été mise en œuvre. Et je considère donc qu'il y a un certain sérieux dans la démarche de cette source, que je ne connais pas absolument, mais qui, en tout cas sur les choses que je connais, et notamment sur la banque UBS,
a toujours été très précise, parfaitement fiable et très certaine. C'est très intéressant ce que vous venez de nous dire. Est-ce qu'il y a des noms d'anciens ministres et de ministres actuels? C'est le cas, Monsieur le Président. Je vous remercie. Oui, merci Monsieur le Président. Oui, Monsieur Peillon, nous sommes donc dans une deuxième série d'auditions plus focalisées sur les banques. Mais finalement, on a un peu de difficulté parce que le sujet est en fait cyclique et on a du mal à s'arrêter uniquement aux banques. Il se trouve que la semaine prochaine, nous avons un texte sur la transparence de la vie publique, pas seulement de la vie politique, mais de la vie publique, pour lequel la Commission des lois commence à travailler demain. Un certain nombre d'entre nous ont déjà travaillé évidemment sur ce sujet. Et puis la semaine d'après, nous avons un texte sur l'évasion fiscale. Et donc, on est dans le nœud gordien de nos affaires et le constat n'est plus suffisant. C'est-à-dire que là, on a vraiment une opportunité qui ne se reproduira pas parce que ce texte est en procédure accélérée, donc il y aura une lecture dans chaque chambre. Donc moi, j'ai envie de vous demander d'abord quelques préconisations claires sur lesquelles on peut, dans les semaines qui viennent, déposer des amendements. Pas dans 3 mois, pas dans 6 mois, pas dans 1 an. Ça vient après le 14 juillet. Hein, donc là, c'est tout de suite. Alors on a évidemment quelques idées liées évidemment au travail qu'on a fait. Donc ça, c'est la première chose. Des choses claires et qui peuvent être immédiatement transposables dans notre droit positif. La deuxième chose, c'est un avis. Dans le cadre de la précédente commission d'infraction, enfin sur l'évasion fiscale, j'avais posé une question un peu iconoclaste. J'avais quand même le sentiment qu'entre Tracfin, l'autorité prudentielle et la commission d'infraction fiscale qui est à Bercy, non seulement ces gens ne coordonnaient pas, non seulement ils n'avaient pas de retour de leur travail ni d'évaluation, mais plus grave, c'est qu'ils étaient parfaitement contents de leur sort. C'est-à-dire que chacun était saucissonné dans sa tâche et trouvait ça très bien. Chacun étant limité, notamment Tracfin était très content, même s'il n'y avait pas de retour. Hein, ils envoient des déclarations de soupçons, puis après, advienne que pourra, c'est pas grave. Bon, la commission d'infraction fiscale, contre laquelle nous sommes un certain nombre d'entre nous ici à avoir une opinion pas forcément favorable quant à son existence et sa survie. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Parce que il y a là une passoire et un tri qui semble quand même tout à fait en dehors du droit commun, c'est-à-dire que des gens passent et négocient dans le cadre de cette commission, qui évidemment n'est pas saisie d'un certain nombre d'arbitrages qui mériteraient quand même qu'on s'y intéresse. Donc tout ça pour vous poser, donc évidemment il y aurait beaucoup d'autres questions. La première c'est comment coordonner le système existant, par exemple, entre l'autorité prudentielle que vous avez citée comme ayant été défaillante, le texte à venir peut-il repousser et améliorer son fonctionnement, notamment en instaurant des critères de temps et pour les décisions et d'autres moyens de police, si j'ose dire. La deuxième chose, que pensez-vous de la commission d'infraction fiscale? La troisième, et celle que je vous posais initialement, est-ce que vous avez quelques préconisations? J'en aurais fini en vous disant simplement que le texte sur la transparence, mais l'autre aussi, prévoit une protection des donneurs d'alerte. Et ça, je crois que c'est quand même une très bonne chose. L'article 17 comporte tout un tas de dispositions sur la protection du donneur d'alerte. Donc je pense que ça, vous pensez que c'est une bonne idée, qu'il faut à mon sens équilibrer, parce que si le donneur d'alerte doit être protégé, en aucune façon ça peut être un champ ouvert à la délation. Donc il faut un équilibre qui soit un équilibre raisonnable. Merci. Alors, votre réponse, Monsieur Peillon, en particulier, si j'ai bien compris, sur la CIF. Oui, mais pas seulement, peut-être. Oui. Effectivement, j'ai eu la chance de pouvoir participer d'assez près à l'élaboration d'abord d'une proposition de loi, puisque au départ, monsieur le député Yann Gallu était parti dès le début janvier sur l'idée
d'une éventuelle proposition de loi. Il était dans son groupe de travail mal nommé sur les exilés fiscaux, sur l'exil fiscal. Il avait très vite compris qu'il s'agissait plutôt d'évasion fiscale. Et il m'avait demandé est-ce que mes sources ont accepté, toutes mes sources les plus importantes en France, il m'avait demandé de l'aider à trouver des experts en la matière. Donc j'ai pu voir l'élaboration des différents dispositifs, et y compris ensuite du projet de loi. Cette histoire du verrou de Bercy, elle choque profondément, à l'unanimité, tous les experts avec lesquels je suis en relation. Bien entendu, première chose, les magistrats. Les premiers d'entre eux, ce sont les magistrats qui ne peuvent pas comprendre qu'il soit interdit, parce qu'ils le vivent comme ça, d'enquêter, y compris quand ils ont un flagrant délit de fraude fiscale, y compris quand ce flagrant délit de fraude fiscale porte sur des dizaines, voire des centaines de millions d'euros. Ils peuvent avoir connaissance, un procureur peut avoir connaissance, un juge d'instruction dans le cadre d'une autre saisine, des policiers de police judiciaire, et ils sont obligés de laisser passer, et ils doivent attendre que la commission des infractions fiscales donne soit son feu vert, mais plus que ça, soit proactive sur le sujet. En plus, à discrétion de la très haute administration et surtout du gouvernement. Donc là, il y a quelque chose qui est de l'avis unanime des magistrats, de l'avis unanime des policiers de police judiciaire. Il y a là aussi une aberration. Il y a eu dans le cadre du travail d'élaboration de la proposition de loi et surtout ensuite du projet de loi, il y a eu des discussions interministérielles très importantes, très chaudes sur le sujet. Il y a un compromis qui avait été construit entre le ministère de la Justice, entre la garde des Sceaux et Bercy. Je crois qu'il y avait d'ailleurs des nuances importantes entre les deux ministres, le ministre de l'économie et des finances et le ministre du budget. Pour être clair, je pense que M. Moscovici était sur une ligne qui était d'accepter un certain compromis avec la justice sur un système qui permettait à la fois à la CIF de continuer d'exister et de faire son travail finalement fiscal, parce que c'est ça la motivation, et à la justice, quand elle avait, dans certaines conditions, et notamment des cas de flagrant délit qui pouvaient motiver un procureur à saisir un juge d'instruction, ils le font en général pas à tort et à travers, et bien qu'ils puissent le faire. Et ce compromis a été défait dans un arbitrage au plus haut niveau, disons 3 semaines avant que le projet de loi arrive à l'Assemblée nationale. Ça a été un choc, je peux vous le dire, j'en ai été le témoin, ça a été un véritable choc dans la magistrature, ça a été un choc, je pense, chez vos confrères et consoeurs de l'Assemblée nationale qui sont sincères dans le motif de construire une loi qui soit efficace. Puis ça a été un choc voilà, chez les policiers, etc. C'est quelque chose qui a des conséquences, je pense, fantastiques, négativement fantastiques. Il n'y aura pas réellement de répression de la fraude fiscale s'il n'y a pas la possibilité pour la justice d'agir. La seule chose que craint le fraudeur, ce n'est pas la rectification fiscale, d'autant qu'elle se négocie, vous le savez bien, à très très bas taux. Je pense qu'on est même parfois, on est à peu près à l'ordre du taux de l'amende du BS France, c'est-à-dire le pourcent. On est à des taux qui sont ridiculement bas, qui sont bien plus bas que le taux de l'impôt, tout simplement, quand il y a rectification, souvent. Et il n'y a surtout aucune opprobre d'aucune sorte. Ce que craint le fraudeur, c'est bien plus le juge d'instruction, c'est la condamnation au tribunal, quand bien même, d'ailleurs, cette condamnation n'est pas forcément mortelle. Mais voilà, on redevient citoyen, on est exposé au regard des autres citoyens. Je crois que le fait que la justice n'ait aucun mot à dire sur la fraude fiscale en tant que délit est quelque chose de totalement aberrant. Il y a un deuxième gros verrou, qui est d'ailleurs peut-être un peu lié quelque part, parce que ça concerne la police judiciaire, et ça concerne les juges d'instruction, et ça concerne les procureurs. Comment se fait-il qu'une police, et pas seulement une police, comment se fait-il que le renseignement qui sait tout, je peux vous le dire, sait tout très tôt, très en amont, y compris le renseignement militaire, qui s'intéresse énormément, et à juste titre, à tous les aspects financiers, et y compris aux aspects de fraude, enfin en tout cas de dissimulation des avoirs financiers, comment se fait-il que des fonctionnaires
qui ont connaissance très en amont des fraudes ne se soumettent jamais à l'article 40 du Code pénal, de procédure pénale, ne signalent jamais à un procureur des faits délictueux qui n'ont rien à voir avec ce qui peut être et doit être couvert par le secret de défense. Voilà, ils le dénoncent eux-mêmes. J'ai pris le risque d'être en relation avec des officiers du renseignement intérieur qui me l'ont dit, me l'ont affirmé, considèrent que ce n'est pas normal, que c'est un scandale, qui ont même fait un document écrit en la matière sur ce sujet concernant UBS précisément, qui avait été transmis à l'Assemblée nationale. Ils sont là catégoriques, et j'ai vu que d'autres experts le disent, des experts du métier, des commissaires de police, des gens qui ont couvert des affaires d'État très très importantes, et qui disent il n'y a aucune justification, pas même celle qui est la plus importante, celle du renseignement, pour que nous réservions sous le sceau du secret défense des informations que nous récoltons sur des fraudes, notamment fiscales, dont nous sommes les premiers connaisseurs, dont nous sommes les premiers témoins, et qui nécessiteraient un travail judiciaire. Donc là, il y a aussi une sorte de verrou sur comment le renseignement se soustrait à l'article 40 du Code de procédure pénale. Il y a un troisième dans la question des amendements. Il y a quelque chose qui est porté par les douaniers, les policiers, et qui me semble assez légitime, même si certains y ont vu une atteinte potentielle à la liberté de faire circuler la caisse quand on est commerçant. Voilà. Tous disent, quand 10 000 € de liquide circulent, il y a besoin, pour les services judiciaires, de simplement pouvoir demander quelle est l'origine de ces fonds en liquide, passer les sommes de 10 000 €. Alors on leur a répondu, c'était à l'Assemblée nationale, que 10 000 €, c'était la caisse de l'épicerie, et que exposer l'épicière qui porte ces 10 000 € à la banque à un éventuel contrôle pour qu'elle puisse répondre à la question mais d'où vous viennent ces 10 000 € et qu'elle ait à perdre du temps à dire j'ai vendu des carambars, des carottes et des choux. Voilà, je pense que ça n'est pas sérieux. Je prends très au sérieux l'expérience de policiers et de douaniers parfaitement républicains, parfaitement respectueux des libertés publiques et qui disent pour nous ça serait un outil extraordinaire de lutte contre la fraude fiscale, notamment internationale, de pouvoir demander quelle est l'origine de fonds en liquide à partir d'une certaine somme. C'est valable sur l'or, vous le savez. La circulation de l'or est soustraite totalement, quelle que soit sa quantité, son montant, à des perquisitions, à des interrogations judiciaires. Il y a quelque chose là qui est aberrant. Donc il y a là des amendements qui sont portés et qui l'étaient dans le cadre déjà du travail fait à l'Assemblée nationale, qui me semblent mériter une certaine attention de la part des parlementaires en général. Et puis pour finir, les lanceurs d'alerte, je crois que le dispositif là qui a été proposé est bon. Il est satisfaisant au regard des experts que je connais et des lanceurs d'alerte, puisqu'ils vont enfin voir ce statut, qui était tout simplement mes sources, qui ont pris tous les risques. Je dirais juste une petite chose. Il faut bien entendu l'équilibre qui fait qu'il n'y a pas de dénonciation gratuite. Et je crois que là, en la matière, ce n'est pas difficile de trouver les bonnes dispositions. Je dirais que dans certains cas, quand des lanceurs d'alerte le font totalement gratuitement, et pour des motifs qui sont des motifs moraux, voire des motifs civiques, parce que j'ai beaucoup rencontré ça, il y aurait, et ce n'est pas forcément pécuniaire, il serait peut-être pas mal de prévoir une reconnaissance de la République. Ils y sont tous très sensibles. Je peux vous dire que l'Ordre national du mérite, j'en ai entendu parler à titre fantasmatique pour ces malheureux lanceurs d'alerte. Mais eux, quand ils font ce qu'ils font, à leurs risques et périls, et ils sont parfois considérables, eh bien, notre drapeau, bleu, blanc, rouge, notre devise républicaine, la médaille de guerre du grand-père ou de la grand-mère, des souvenirs de ce qu'ils ont appris à l'école en instruction civique, ça n'est pas de la blague. Ça, je peux vous le dire, j'en ai été très impressionné, et que ce soit dans les sources du secteur privé, et que ce soit dans les sources, évidemment, du secteur public, les fonctionnaires. Donc il y a ça. Dernier point,
il y a les repentis, la question des repentis, qui est une question difficile. D'autres pays que le nôtre ont une pratique, alors sur des affaires certes criminelles, mais les experts en matière de très grande fraude fiscale vous expliqueront que ça a souvent lien avec les affaires criminelles. Quid de celui ou de celle qui a fauté parce que c'était le système, parce que c'était une autre époque. Les années 2000, ce n'est pas les années 2010. En enjeu, y compris en enjeu pour la société. Et je sais qu'il y a un certain nombre de banquiers qui ont fait ces choses-là et qui aujourd'hui sont déterminés à dire la vérité. Bon, vous en avez auditionné un. Je ne sais pas à quel degré, ça ne sera pas à moi de le dire, il a participé au système. Mais il prend des risques. Il y en a un autre, et c'est passé très inaperçu, c'était dommage, le journal Le Temps, ma consoeur correspondante du Temps ici à Paris, Catherine Dubouloz, a publié les confessions, c'est le titre de son article, d'un banquier suisse en Suisse, qui raconte dans le détail comment il opérait sur le territoire français la récolte de l'évasion fiscale. C'est un témoignage qui, à mon avis, est aussi extraordinaire que celui de Pierre Condamin-Gerbier, mais aux risques et périls. Alors là, c'est un Suisse, aux risques et périls de cette personne. Mais nous avons en France, et je le sais, je suis bien placé pour le savoir, des potentialités d'aveu ou de confession de gens qui n'ont pas fait si plus grave que d'exécuter des ordres et qui, dans des conditions d'un dispositif repenti, apporteraient beaucoup à la justice. Alors je soumets ça à votre réflexion. Merci, monsieur. Avant que peut-être une petite précision soit demandée tout à l'heure, je vais passer la parole à madame Bouchou, qui a une question à vous poser, puis après à notre collègue Chiron, et après, si la réponse n'est pas apportée à la petite question, dernière petite question de madame Goulet, on lui redonnera la parole. Monsieur Payon, merci de revenir pour la saison 2 de notre mission. Moi, j'ai une question extrêmement terre-à-terre à vous poser. Vous l'avez dit il y a un instant, en fait, on a changé d'époque. Ce qui, il y a 20 ans, était un usage qui allait de pair avec une certaine réussite, je mets des guillemets, qui souvent se conjuguait avec de l'évasion et un compte à l'étranger, est devenu plus problématique il y a une dizaine d'années et de nos jours est devenu un problème majeur. Est-ce que vous ne pensez pas que pour aider à tourner une page, ce serait le plus simple serait que collectivement, cette dizaine ou quinzaine de personnes que vous avez potentiellement évoquées tout à l'heure fassent un coming out et reconnaissent que les temps ont changé et que aille de pair entre, on va dire, une prise de parole publique de ces banquiers, de ces magistrats qui se plaignent beaucoup du système, de ces policiers, qu'il y ait aussi, je pense à ces sportifs de haut niveau, à ces politiques, il faut appeler un chat, qui puissent peut-être reconnaître que le vent a tourné et qu'il faut faire quelque chose. Que pensez-vous de cette idée ? Écoutez, moralement, je me sens proche de votre proposition. Après, il faut regarder les choses comme elles sont. Les personnes qui font ça, elles sont dans une gestion très très rationnelle de leurs intérêts. Et très franchement, aujourd'hui, ça serait tout perdre pour rien, ou presque rien, pas même la reconnaissance de qui que ce soit. Et je vous le redis, j'ai vraiment le sentiment, mais je crois que la preuve commence d'en être apportée, que même quand on fait ses aveux, bien orchestrés médiatiquement avant d'entrer dans un cabinet d'un juge d'instruction, on ne paye rien. Et je crois que le seul vrai motif, malheureusement nous ne sommes pas encore au 7e millénaire, le seul vrai motif qui fera que des fraudeurs avoueront leur fraude, c'est qu'ils paieront moins en avouant qu'ils ne paieront si ils n'ont pas avoué. C'est tout. Je suis désolé, mais je crois qu'en la matière, ce n'est pas mon tempérament, croyez-le, mais je crois que le bâton, c'est important. On a besoin d'un système judiciaire fort. L'État doit être fort. Il ne faut pas... je rêve, comme je crois beaucoup d'autres, qu'un jour nous n'aurons pas besoin de l'autorité publique au sens de la répression et que seule l'éducation suffira. Nous n'y sommes pas tout à fait encore. Et donc nous avons besoin d'un État fort et d'un système judiciaire fort parce qu'il est aujourd'hui tellement faible, ça en revanche je l'ai constaté, que tous les autres forts, et ils ne sont parfois pas si forts que ça, règnent en maître. Voilà, les juges, ils en rigolent. Je vais vous dire une chose. Je suis informé
quasiment quotidiennement de ce qui se passe à l'intérieur de la banque UBS France. Voilà, au plus haut niveau. Des gens qui sont tout proches du président. Depuis que j'ai publié ce livre, il a été nommé président de cette banque juste après la publication de mon livre. C'est un cadeau. Je ne suis pas tout à fait sûr que ce soit complètement un hasard. Il rigole en permanence. Je prends le risque de dire que je pense qu'il se moque du monde. Je pense que toutes ces déclarations, y compris les plus récentes, sont des pieds de nez à la justice, à l'information, quand elle est bonne, et souvent aujourd'hui je trouve que les médias font bien leur boulot, de nombreux titres de presse et de l'audiovisuel. Tout ça, ils s'en moquent. Ils payent des fortunes des cabinets d'avocats, des cabinets d'enquête privés, des conseillers américains, et ils bâtissent des grandes stratégies de communication dont ils pensent que rien ne leur résistera. Ni les petits juges, ni les petits journalistes, ni voilà. C'est ça la mentalité, quand même, du monde à la fois des fraudeurs et de ceux qui les servent. Merci, Monsieur Chiron. Oui, Monsieur Peillon, je voudrais justement évoquer cette fonction à la fois de journaliste et de l'opinion publique. Lorsqu'on avait été à Bruxelles ensemble, on avait évoqué devant des personnes de la commission de Bruxelles la possibilité de faire de la communication vis-à-vis de l'opinion publique. Moi, j'ai été assez frappé, tant en Belgique qu'en de certains cantons suisses, que quand l'opinion publique comprend qu'elle est, elle, imposée fiscalement, normalement, et que ceux qui fraudent viennent se réfugier chez elle et sont imposés anormalement. Et donc, dans le budget de ces États, tant en Belgique, c'est pratiquement fini, enfin, en partie, je dirais, qu'en Suisse, on voit que des cantons votent en disant non, suffit, on refuse ce type de situation. Et donc, ce que je voulais dire, c'est, en tant que journaliste, en tant qu'opinion publique, je pense qu'il y a un rôle très important et vous le faites. Donc, je tenais à le saluer. Deuxièmement, toute autre chose par rapport aux très grands groupes. On l'a évoqué ici, c'est quand même le découplage entre ce qu'on dirait entre le lien réel de l'économie, c'est-à-dire là où on paye les salaires, où on tire les profits, où on a des revenus, bon, et puis les lieux juridiques, où se passe où la société. Et donc, à un moment donné, est-ce que les États, dans leur ensemble, vont se rendre compte que ce découplage, il n'est pas acceptable. Parce qu'à ce moment-là, peut-être qu'on aura réglé cette espèce de fraude que l'on voit. Je parle là plutôt sur les grands groupes que sur les individus. C'est tout autre chose. Et ça, c'est le véritable pouvoir. Aussi. Parce qu'on a des financiers, on n'a pas des industriels. Oui. Monsieur le sénateur, merci pour, d'une part, votre premier propos sur le rôle, bien sûr, de ceux qui, socialement, ont comme métier de faire connaître au public les réalités, tant qu'ils peuvent, du fonctionnement de la société. Je mettrai juste un petit point de nuance. Il me semble qu'en Suisse, l'opinion publique majoritaire, très largement majoritaire, est encore défavorable à ce qu'il n'y ait pas la pratique de la protection des avoirs des citoyens des autres pays. Donc ça a ses limites. Je pense qu'en revanche, en France, je vois bien que la pédagogie et l'information, y compris quand elle est un peu complexe, finalement, est bien comprise du public. Et c'est encore une bonne leçon pour nous sur la capacité d'intelligence du public quand on lui dit les choses comme elles sont. Sur le deuxième point, c'est assez récemment que je me suis intéressé, monsieur le rapporteur, je crois vous le savez, à la question des entreprises. J'ai été effaré de ce que j'ai entendu. C'est-à-dire que la pratique systématique, et ceux qui ne le font pas sont d'ailleurs au rencard ou sont marginaux, la pratique systématique, c'est de créer des structures offshore, des sociétés écrans, notamment à Luxembourg. Pour le milieu économique, c'est vraiment Luxembourg, de sorte à récolter les royalties, parce que de plus en plus notre économie est non pas sur les matériaux, non pas sur les marchandises, mais sur les brevets, sur tout ce qui est en fait le copyright, et de récolter, y compris pour les groupes de presse. C'est devenu une pratique visiblement importante des groupes de presse d'une certaine importance. Eh bien, on crée ces structures offshore de façon à récolter les royalties sans avoir à déclarer quoi que ce soit au fisc de son pays.
C'est devenu tellement systématique qu'aujourd'hui, on voit bien que les États et puis les élus locaux, parce que finalement ça les touche, ont quelques réticences à contraindre certains grands groupes, et souvent nos entreprises aujourd'hui sont un peu mondialisées, même des grosses PME, par exemple comme mon groupe à moi, grosse PME, mais on a des activités en Asie, etc. Ils ont du mal à les contraindre à payer l'impôt comme ils devraient le faire, parce qu'il y a le chantage à l'emploi, tout simplement. Et qu'en échange de cette capacité de doubler son résultat, parce que ça permet de doubler son résultat financier, eh bien, il y a le fait qu'on accepte d'avoir encore des salariés sur le territoire français ou le territoire bourguignon. Je pense que dans un reportage diffusé par France 2, encore une fois, il n'y a pas très longtemps, il était très clair qu'un grand groupe de distribution de produits culturels mondial, ayant une implantation en Bourgogne, bénéficiait à la fois de subventions, du salut, bien entendu, de la grande personnalité politique, à qui je n'ai aucun reproche à faire, qui voilà, avait organisé la chose, et que par ailleurs, l'impôt, c'était tout à fait accessoire. Voilà, là encore, comme la réponse tout à l'heure, je pense qu'on ne peut pas être naïf et ne pas voir qu'il y a un rapport de force aujourd'hui très très défavorable de toute la puissance publique vis-à-vis de puissance publique, de puissance privée, qui ne sont pas toujours des grands groupes internationaux, mais qui aujourd'hui font la loi parce que, tout simplement, c'est eux qui créent des emplois ou qui défendent des emplois. C'est ce que je constate partout. En tout cas, une chose que je peux vous assurer, c'est qu'aujourd'hui, il est devenu la normalité économique et d'avoir, entre autres, des structures offshore non déclarées. Notre rapporteur va reprendre la discussion. Oui, je voudrais revenir sur un élément qu'on a évoqué tout à l'heure dans cette contribution à la prise de conscience générale, l'enquête Offshore Leaks du mois d'avril, qui, de mon point de vue, était un travail de qualité, qui a porté sur plusieurs mois, qui a impliqué des dizaines d'organes de presse de par le monde, des dizaines de journalistes compétents, publication sur 3 journées, y compris publication de noms, et des noms ont été cités dans l'enquête en question, de personnalités françaises et étrangères. Et depuis, j'ai constaté que l'organe de presse français qui avait contribué à cette enquête s'était désolidarisé de la publication des fichiers à un moment donné. Et puis depuis, en gros, plus rien. Silence un peu, et je suis un peu interpellé par ce silence, après le grand bruit que cette enquête de qualité, encore une fois, a pu faire. Est-ce que vous avez un commentaire, une interprétation là-dessus ou pas? Oui, monsieur le rapporteur, j'ai connu l'existence de cette enquête avant qu'elle soit publiée par des confrères suisses qui participaient au dispositif. Et j'ai connu les données précises qu'ils avaient, notamment sur Singapour, sur des sociétés écrans créées par des banques qui m'intéressent, dont UBS, à Singapour. Et donc j'ai vu à la fois la qualité des données récoltées, tous les noms, en gros, c'était très systématique, tous les noms des sociétés écrans offshore créées pour gérer en seconde main des comptes bancaires, donc avec anonymisation des ayants droit premiers. Mais j'ai vu en même temps le défaut de ces données, c'est que ce n'étaient que des noms de sociétés écrans, éventuellement avec leur gérant officiel. Mais aucune donnée précise sur ce qui est en aval, qui est plus intéressant, les comptes bancaires, combien, avec quel mouvement, pour qui est l'ayant droit premier, le véritable bénéficiaire de ces structures. Voilà, il manquait tout ça, y compris avec un manque fondamental qui était l'évaluation de l'aspect illégal ou non de ces structures juridiques, certes moralement, qui pouvaient nous interroger, mais qui pouvaient tout à fait être légales. Vous le savez, un nom a été cité par le journal Le Monde, puisque c'était bien nos confrères du Monde, le nom de M. Audier, proche du président de la République actuelle, sans qu'il y ait eu la moindre capacité du journal de nous éclairer sur le fait que ces sociétés étaient légales ou illégales, quels étaient les mouvements financiers qu'elles avaient abrités ou non. Voilà. Je me suis interrogé en tant que journaliste, et je l'ai dit sur une antenne de radio publique, je n'aurais pas personnellement publié
comme ils l'ont fait, cet état de l'enquête, ce qui me paraissait être plutôt un commencement de l'enquête. Je n'ai pas bien compris la finalité. La preuve en est, et vous l'avez dit vous-même, qu'est-ce que ça a produit d'autre qu'une sorte de bruit de fond sur le sujet global du offshore, mais sans données précises, des noms finalement beaucoup moins qu'à la limite mon modeste petit livre en a produit avec ses petites listes à lui, notamment dans le monde du football professionnel et du show business. Après, je suis en relation avec des sources judiciaires et des sources du renseignement. Je sais qu'eux s'interrogent beaucoup sur une sorte de grande manipulation de l'opinion publique, notamment européenne, d'origine anglo-saxonne, pour à la fois nous faire peur, pour dire regardez, finalement on a tout publié, il n'y a plus rien à voir. De nombreux motifs psychosociaux, disons, qui font partie éventuellement de la guerre économique qu'il y a entre le monde anglo-saxon et le vieux monde européen. Moi, on peut décrypter ça. Je crois que certaines personnes du renseignement européen décryptent les choses comme ça. Après, moi, je n'ai pas la compétence suffisante pour être certain qu'ils ont raison ou tort. Mais voilà, en tout cas, d'un point de vue journalistique, je n'aurais rien fait de la même façon. Je n'aurais pas fait de la même façon. Pour autant, ce n'est pas mes consoeurs et confrères qui l'ont fait. Voilà, ils font bien leur boulot. Dernière question concernant les sources que vous avez citées au niveau du renseignement, des services d'enquête, et j'ai en tête la démarche dont il a été question dans la presse de la DCRI il y a quelques semaines ou mois, qui ont remis, je crois, une note, un document à nos collègues députés à l'Assemblée nationale. En gros, ça faisait un peu état de leurs difficultés à exercer leur mission, si j'ai bonne mémoire. Qu'est-ce qu'il est advenu de cette remise de documents? Est-ce que cette note disait? Voilà, est-ce qu'on nous explique les difficultés réelles, organisées ou pas, de leur façon de fonctionner, toujours avec le souci d'arriver à la transparence, la vérité, la lumière? Est-ce que vous avez des éléments là-dessus? Oui, bien sûr. Les deux, parce que j'avais connaissance très précise. J'ai d'ailleurs publié dans La Croix un article assez modeste mais substantiel sur le sujet. Il y avait deux grands axes. D'abord, c'était une note double. Il y a une note d'analyse de tous les services de police et de leur manque d'articulation et de moyens sur la répression de la fraude fiscale en général. Donc ça débordait largement la question du renseignement. Puis il y avait une note particulière, très brève, très dense, sur le fiasco, on peut appeler ça comme ça, ou le défaut d'action judiciaire sur la question du BS, alors qu'ils disaient, ces officiers, qu'ils avaient eu connaissance eux-mêmes très tôt des délits. Et ils se plaignaient, primo, qu'on les empêche, sous prétexte de secret défense, de transmettre au judiciaire, d'activer l'article 40. Ils n'en voient pas le motif. Ce sont des officiers de renseignement, ce n'est pas des policiers de police judiciaire, même si dans leur carrière, certains ont pu avoir des carrières judiciaires. Donc, ils disaient qu'il n'y a pas de motif sérieux de les couvrir sur ces faits-là par le secret défense, ils s'en offusquent. Et la deuxième chose, c'est ils affirment qu'il y avait pour ça des motifs, le fait qu'on les empêche de transmettre au judiciaire, voire de continuer d'enquêter, il y avait des motifs politiques. Il y avait des motifs, dont je vous ai parlé tout à l'heure, de protection de certains clans politiques. Ils l'écrivent noir sur blanc. Vous imaginez bien que ça a fait scandale, notamment à l'Assemblée nationale. Je pense que certains députés qui sont en protection de nos institutions policières sont montés au créneau pour dire que j'avais été moi-même l'auteur de cette note, qu'elle était le fait d'un fantaisiste, que, bon, tout ça a fait qu'on commençait même dans un certain journal à désigner des sources, précisément, presque personnellement. Eh bien, ces officiers ont décidé que ça devait arriver aussi là, sur le bureau des juges d'instruction. Et je sais que la fameuse note a été saisie, a été reçue par deux juges d'instruction, qu'elle les a beaucoup intéressés et que les sources policières qui les portaient ont été vues au moins 2 fois par les 10 juges d'instruction. Oui, je suis désolée de revenir, mais c'est vrai que le sujet est tellement vaste et en même temps abyssal, on n'a pas fini de poser des questions. Donc je voulais simplement vous demander votre avis. Modestement, j'ai déposé un amendement pour que la haute autorité de transparence
puisse avoir des liens institutionnels avec Tracfin. Pensez-vous que ce soit une bonne idée ? Ce que je sais alors je ne sais pas si c'est une bonne idée, je ne pense pas avoir la capacité de vous répondre malheureusement là-dessus, je peux vous répondre par un biais quand même. C'est que je crois savoir que cette organisation Tracfin a connaissance d'énormément de données très précises, que les remontées d'informations qui viennent des banques sont considérables et en quantité et en qualité. Et que là encore se pose la même problématique de comment, de cette institution, il y a passage éventuel au judiciaire. Il y a déjà passage au fisc, mais je pense qu'entre Bercy et Tracfin, les choses circulent assez bien. Après, elles circulent déjà beaucoup moins bien quand ça peut avoir des conséquences d'ordre judiciaire. Et il y a là encore des pratiques très discrétionnaires, parce que sur un cas précis et récent, je sais que des informations avaient été récoltées, elles étaient de très grande qualité, elles ont été conservées par la direction de Tracfin, et puis finalement, je ne sais pas si elles ont été exploitées judiciairement, alors qu'elles auraient pu l'être. Et là, il y a un outil qui est effectivement très efficace et sous-exploité. Merci beaucoup. Votre audition démontre effectivement que les choses évoluent, puisque par rapport à votre audition lors de la dernière commission, vous avez apporté des informations complémentaires riches et différentes de celles que vous nous avez données la dernière fois. Sous réserve, si vous en êtes d'accord, que vous donniez à la commission vos dernières expériences sur le dernier état de l'ingénierie de l'optimisation fiscale, c'est-à-dire des techniques. Je voudrais vous poser une question un peu plus qui m'est venue à l'esprit à l'occasion des différentes auditions. On parle beaucoup de l'Europe, de Luxembourg, de la Suisse, de Londres dans certaines auditions, des îles Caïmans, nous parlons du Delaware et autres. Mais est-ce que l'évasion fiscale, la fraude fiscale, est-ce que c'est vraiment une invention occidentale? Est-ce qu'on a l'assurance que la Russie, la Chine, les États du Moyen-Orient sont des États coopératifs? Alors, Monsieur le Président, nous avons l'assurance qu'ils ne le sont pas, ou ils le sont comme ils veulent. Il faudrait ajouter Hong Kong, qui est devenue une place dont on entend maintenant toujours parler, parce qu'elle est particulièrement opaque, résistante à toute enquête judiciaire. Voilà, ça revient un peu à ce qu'on se disait tout à l'heure à propos de l'aspect maintenant systématique, quasiment normal de notre système économique. L'évasion fiscale étant un outil devenu normal de notre système économique. Et on voit bien que les pays émergents, y compris certaines grandes puissances, et vous avez cité la Russie, et moi j'entends beaucoup parler chez les magistrats, dans cette articulation terrible entre la criminalité organisée et la fraude fiscale, ben oui, de ces pays-là, qui font ce qu'ils veulent, comme ils veulent, mais quand même, avec toujours quelque part le besoin de l'outil suisse, parce que c'est une place centrale, parce qu'il y a une sorte de blanchiment d'honorabilité, parce que pour certaines affaires qui vont être à l'intersection des affaires proche-orientales et des affaires de l'Est, eh bien, il y a là une opportunité géographique, une dimension que j'ai vue constante, le besoin pour les gens qui sont les grands décideurs de notre monde d'avoir du luxe, d'être dans des contextes de clubs flatteurs. On ne va pas faire des affaires au bistrot du coin. On souhaite des fauteuils en cuir dans des grands halls de grands hôtels, si possible dans des nations qui ont suffisamment d'ancienneté pour que l'anoblissement, parce qu'il y a ça, cette dimension-là, l'anoblissement que représente le fait de fréquenter ces grands hôtels, voilà, favorise la qualité des relations avec les autres hommes d'affaires. Et la Suisse, je peux vous dire, quand on va à Genève ou les grands hôtels, le bord du lac, ça reste encore un motif. Dans UBS, et je conclus complètement là-dessus, ce que j'ai vu dans le motif des fraudeurs, la dimension club, et mes confrères de Mediapart, dans la série qu'ils ont faite sur UBS, là, tout récemment, l'ont très bien démontré par les photos publiées, par les listes, par tous les documents qu'ils ont montrés, la dimension mondaine de cette activité est un motif sociologique fort. On est dans une certaine société. Donc oui, les pays que vous avez cités, certainement, mais avec le besoin
eh bien, du décorum de la Suisse, du Luxembourg, de quelques grands hôtels ou grandes banques françaises, parce que tout ça, quelque part, représente de la sécurité et puis aussi de l'honorabilité, à leurs yeux. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Intéressant. Très. Alors, tout d'abord, monsieur, avant de vous faire prêter serment, je voudrais vous remercier, ainsi que votre confrère Edoui Plenel, des mots fondés, mais agréables, que vous avez écrits dans un récent ouvrage sur le rapport sur l'évasion fiscale qui avait été mené par le Sénat, dont le rapporteur est à ma gauche, que beaucoup d'entre nous ici ont voté, et qu'en toute hypothèse, tous ceux qui faisaient partie de la commission préalable à ce rapport ont voté à l'unanimité. Alors je crois que